Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent à distance là aujourd'hui en direct et nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture de Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux sur le plateau d'AgriWeb TV et je suis avec Guadalupe. Vous allez nous présenter ce webinaire sur la recherche au service des biosolutions. Donc je vous laisse la parole, vous avez 1 heure et on se retrouve tout à l'heure. Merci. Très bien, Bon, merci bon beaucoup. webinaire à tous. Merci. Merci. Et donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous donne la bienvenue à un nouvel épisode du cycle de webinaire La recherche au service de biosolutions. Et donc, moi, c'est Guadalupe Garcia, chargée des programmes biocontrôle et biosolutions au sein du pôle Agri-Sud-Ouest Innovation, coordinateur du programme Biosolutiona. Et je suis aujourd'hui accompagnée de Pierre-Jean Moudy, donc directeur général de la société Mycea, qui se présentera tout à l'heure. Alors, un petit rappel du pôle Agri-Sud-Ouest Innovation. Donc, c'est bien un pôle de compétitivité et créé en Occitanie et en région Nouvelle-Aquitaine et reconnu comme moteur, catalyseur d'opportunités d'innovation dans les secteurs agricoles, des agro-ressources et les secteurs agroalimentaires. Alors, notre dynamique associative se structure autour de ces 4 piliers principalement. Donc, un pilier réseau pour être connu et reconnu comme innovant, un réseau compétences pour s'informer et se former au quotidien, un pilier projet où on accompagne et on structure les projets d'innovation, les projets R&D, et enfin un pilier croissance pour mettre sur les marchés ou mieux mettre sur les marchés les solutions innovantes développées. Alors, comme j'ai mentionné, le pôle Agri-Sud-Ouest Innovation pilote aujourd'hui un programme régional pour le développement et déploiement de biocontrôle et de biosolutions. C'est le programme Biosolutiona, soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine et donc piloté par le pôle. Et c'est le programme qui nous réunit ici aujourd'hui. Alors, les objectifs de ces programmes sont de fédérer les régionales du secteur de biocontrôle et de biosolutions pour favoriser l'émergence de nouvelles solutions de biocontrôle et aussi mutualiser les outils de recherche et d'expérimentation. Donc en gros, c'est vraiment de créer une dynamique autour de biocontrôle et des biosolutions pour avancer ensemble, réussir ensemble la transition agroécologique et la sortie des pesticides. En ce qui concerne la gouvernance de ces clusters Biosolutiona, alors le pilote organisateur, c'est le pôle Agri-Sud-Ouest Innovation, comme j'ai mentionné précédemment, et on pilote avec l'appui de 2 autres structures, donc Xylofutur, pôle de compétitivité pour la filière bois, et Innovant, un cluster sur la filière Viti-Vini. Ces clusters ressemblent aujourd'hui plus de 90 membres avec la distribution que l'on peut voir à l'écran, donc la plupart étant des entreprises productrices de biosolutions. Les actions qu'on mène au sein de ces clusters ou qu'on soutient dans ces réseaux dynamiques d'acteurs sont les soutiens à la recherche et à l'innovation, la formation et accompagnement des usagers autour de l'application, de l'efficacité de problématiques finalement du biocontrôle et des biosolutions, la mutualisation de l'information et des expériences, l'accélération des mises sur les marchés des produits de biocontrôle, donc tous les volets réglementaires, et aussi l'accompagnement au déploiement, donc notamment grâce aux partenaires de l'expérimentation du secteur du biocontrôle. Donc ces programmes vous proposent 2 journées d'animation, des webinaires, des séminaires, des colloques, comme d'ailleurs le webinaire qui nous réunit aujourd'hui, des ateliers de travail thématiques. Et je profite pour faire une petite piqûre de rappel sur un atelier de travail qui a débuté cette année sur les biosolutions et la filière animale. Donc s'il y a des acteurs filière animale parmi nous, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez rejoindre ces groupes de travail. Ensuite, on édite également des newsletters. Donc on en a 6 par an, avec de la veille réglementaire, scientifique et technique. Et ensuite, on a aussi des études qu'on livre où on va aller travailler et rentrer plus dans le détail de certaines problématiques, comme par exemple une étude qu'on a menée en 2019 sur les freins et les leviers à l'utilisation de biosolutions, ou encore une étude avec l'INPI sur l'environnement technologique et les brevets au service de biocontrôle et des biosolutions, et bon, plein d'autres. On mettra à disposition, si vous voulez, les diapositives et vous allez avoir toutes les informations.
Bon, sans plus tarder, je vais rentrer plus dans les détails du sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui est l'impact du terroir et des pratiques agricoles sur les populations des champignons endomycorrhiziens en viticulture. Alors, pour commencer, un petit point de contexte. Alors, comme on l'a mentionné au début, aujourd'hui, on est au Salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. Donc, si on est tous ici aujourd'hui, c'est parce qu'on est quand même sensibilisés et concernés par toutes les problématiques agricoles de nos jours. On fait face à un changement climatique et une augmentation de la population qui fait que nos besoins en produits végétaux, que ce soit pour nous ou pour la filière animale, est augmenté. Les ressources sont de plus en plus limitées. Quand on parle de limitation des ressources, on parle de ressources en eau, en engrais, en intrants et surtout des intrants, bien sûr. Aujourd'hui, on les est bien responsables, on va dire, et respectueux de l'environnement. On voit par tout ça qu'on fait également face à une dégradation du sol liée surtout au recours d'intrants massif dans les dernières décennies, et cela a amené aussi à une érosion de la biodiversité et des services écosystémiques associés. Et quand on parle de biodiversité, c'est vrai qu'on peut penser tout de suite peut-être aux insectes environnants, aux pollinisateurs, mais pas que. On va voir qu'il y a aussi une énorme population souterraine, on va dire, notamment avec beaucoup de bactéries et des champignons. Et c'est sur ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, Pierre Champ. Est-ce que tout d'abord, justement, on vient de parler des champignons, est-ce que tu peux nous dire, nous expliquer ce que c'est un champignon endomycorhizien? Oui, pardon. Tout d'abord, bonjour Guadeloupe, bonjour tout le monde. Merci de l'invitation. Et effectivement, comme tu le disais, au niveau de la biodiversité, on pense souvent aux macro-organismes, mais sous la terre, il y a une vraie population. C'est un vrai écosystème qu'on a trop souvent considéré comme un support pour les plantes. La vie et l'activation de cette vie dans le sol est fondamentale pour la production végétale notamment. Parmi ces micro-organismes, il y en a certains qu'on appelle des champignons endomycorhiziens. Donc, champignons, ça en parle à peu près à tout le monde, mais on a souvent en tête plutôt quelque chose qui ressemble à un bolet ou à une girole qu'on va cueillir pour aller les déguster. Mais les champignons endomycorhiziens sont des champignons microscopiques qui vivent dans les sols et qui s'associent aux racines des plantes. D'où le terme mycorhize, puisque la mycorhize est l'association entre le champignon et la plante. Et ces champignons-là ont la particularité de pénétrer à l'intérieur des racines des plantes. Donc je ne sais pas si la photo s'affiche sur le PowerPoint. Le champignon, en fait, est visualisé en bleu sur la photo et il pénètre à l'intérieur de la racine. À quoi sert ce champignon pour la plante? Il a une efficacité d'absorption d'eau et de minéraux qui est plus importante que la plante, et donc il va aider la plante à s'alimenter en eau et en minéraux. Ce n'est pas une vocation gratuite, c'est un échange entre la plante et le champignon, et donc en échange, la plante fournit des sucres aux champignons et donc du carbone pour qu'ils puissent se développer. On estime que le volume prospecté par l'association plante-champignon est 1000 fois supérieur à celui qui serait prospecté par la plante s'il n'y avait pas de champignons. Donc c'est vraiment extrêmement efficace pour la plante et ça permet d'aller mieux mobiliser des ressources en eau, des ressources en minéraux et donc de lutter indirectement contre des stress abiotiques comme la sécheresse, la température, mais aussi des sols pollués ou d'autres problématiques que les plantes peuvent rencontrer. Voilà un petit peu le monde des champignons endomycorhiziens. Très bien, j'espère que c'est plus clair. Donc justement, si on sait déjà tout ça de champignons endomycorhiziens, qu'est-ce que vous faites au fait? Pourquoi on les étude et comment? Donc c'est ça qu'on va découvrir par la suite. Merci. Oui, on en est là.
Les champignons chez Mycéa, c'est un peu vraiment notre cœur de métier. On est des spécialistes qui avons vocation à explorer la diversité des champignons pour découvrir des applications à leurs propriétés soit biologiques, soit biochimiques. Notre métier, c'est de développer et de mettre en marché des produits naturels à base de champignons pour la santé des plantes, donc vraiment avec une vocation et une application vers l'agriculture. Et notre mission, évidemment pas à relever tout seul, hein, mais c'est de contribuer à améliorer la production agricole en Europe et dans le monde. Au niveau de Mycéa, c'est une entreprise qui a maintenant 5 ans, on est 22 collaborateurs, on est très engagé dans la recherche et développement. Et au niveau des développements, on a 2 axes de travail. Un qu'on va développer aujourd'hui autour de la biostimulation, donc c'est d'utiliser les champignons endomycorrhiziens dont on vient de parler de terroir comme une alternative aux engrais chimiques. Et le deuxième, donc, qui est sur le biocontrôle, là nous recherchons des molécules naturelles chez les champignons également, d'autres types, qui peuvent avoir une activité fongicide pour fabriquer des produits naturels en substitution aux pesticides chimiques. Donc, concernant la biostimulation, le programme de recherche qu'on a monté il y a maintenant 5 ans s'appelle Myco-Terroir, donc myco comme champignon et terroir parce qu'on travaille à des échelles locales en voulant respecter les caractéristiques de sol, de climat et des exploitations agricoles. Donc l'idée de ce programme était en fait de vérifier certaines hypothèses qui nous intéressaient. Tout d'abord, c'est qu'il existe un effet à la fois du terroir et des pratiques agricoles sur les populations de champignons endomycorhiziens. C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver toujours les mêmes espèces partout en France, que leur quantité va dépendre de comment on travaille le sol, quel est le type de sol, et que la diversité de ces espèces est différente d'un point à l'autre. La deuxième hypothèse qu'on voulait un petit peu vérifier, c'est de se dire, si les champignons sont différents d'un endroit à l'autre, peut-être il serait plus utile de multiplier les champignons qui sont déjà présents sur le terrain ou à proximité et de les réintroduire sur le terrain, plutôt que d'utiliser toujours la même souche, quel que soit l'endroit. Par contre, on ne sait pas si on va être en capacité de multiplier assez facilement ces populations de champignons endomycorhiziens. Et le troisième point que nous souhaitions vérifier, c'est est-ce que finalement, en les réintroduisant dans les parcelles, est-ce que ces communautés vont se développer sur le moyen terme et donc apporter un bénéfice à la plante sur plusieurs années. Donc ces 3 points ont été vérifiés. Enfin, on a mis en place ce programme de recherche qui s'est organisé autour de 3 étapes. La première, qui a été d'établir un référentiel national de parcelles agricoles. Donc on a à la fois travaillé sur la viticulture, mais aussi sur les espaces verts. Là, je vais présenter essentiellement les points sur les espaces verts. Donc on a inventorié un certain nombre de parcelles viticoles où on a regardé dans chaque sol quelle était l'abondance, c'est-à-dire la quantité de champignons qu'il y avait dans le sol, leur diversité, quelles étaient les espèces. Et puis on a regardé en parallèle, on va le détailler après, où était située la parcelle, quelles étaient les pratiques dessus. La deuxième étape, ça a été de mettre au point un procédé de multiplication qui permettait non seulement de multiplier les champignons, mais de multiplier tous les champignons qui étaient récoltés dans des quantités suffisantes et avec une stabilité suffisante pour pouvoir imaginer derrière fabriquer un produit qui soit à la fois à façon, mais qui réponde à un certain nombre de caractéristiques qualitatives par rapport à la mise en marché. Et la troisième étape, ça a été de lancer des premiers essais au champ, quand même pour vérifier et convaincre que ce qu'on a envie de développer, ça a un sens et que ça fonctionne. Voilà un petit peu le programme qui a démarré en 2018. Donc les résultats, je vais essayer d'être un peu rapide pour pas endormir tout le monde. Mais concernant le référentiel, c'est peut-être là, je pense, le plus important à regarder parce que c'est vraiment là où on voit que chaque sol est assez spécifique et qu'il héberge une diversité qui lui est propre.
Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a, côté viticulture, échantillonné 44 parcelles au niveau national, qui sont réparties dans 5 régions viticoles. Dans chaque région viticole, on a essayé d'avoir une diversité de terroirs, puisque dans chaque région, on va avoir ce maillage qui est assez particulier à l'agriculture, parce que le terroir est une notion qui est très, très ancrée en viticulture, qu'on retrouve dans tous les domaines, mais qui a été fortement mise en avant dans ce secteur d'activité. On a échantillonné les parcelles aussi au regard de leurs pratiques culturelles, c'est-à-dire qu'on est allé inventorier dans du bio enherbé, dans du conventionnel, dans de la conversion, dans des endroits où il y avait du labour, dans des endroits où il y avait de l'enherbement, enfin une diversité de pratiques. On est allé également, voilà, on a inventorié, on est allé également interroger le viticulteur sur l'historique de la parcelle et comment elle a été conduite sur le long terme. On a mesuré sur site à la fois la quantité de champignons, leur diversité, réalisé des analyses de terre et réalisé également des fosses pédologiques pour avoir une description assez précise du type de sol sur lequel on était. Donc les résultats que nous avons obtenus, ce qu'on peut regarder déjà, c'est l'effet du terroir sur la quantité de champignons dans le sol. Donc là, sur le graphique, vous avez en couleur bleue et en couleur rose les terroirs du Languedoc et du Côtes-du-Rhône. En couleur marron, on va être sur la Bourgogne. En couleur vert d'eau, on va être sur la Champagne. Orange, on sera dans le Bordelais. Et vert foncé, qui est tout à gauche, on est en Camargue. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fonction des terroirs, on a vraiment une différence de quantité de champignons dans les sols. Ça, c'est important à avoir en tête parce que suivant l'endroit où on est, c'est pas parce qu'on a une quantité qu'on pourrait considérer comme faible à l'échelle nationale que localement, elle doit être considérée comme faible. Donc c'est vraiment pour arriver à pouvoir juger et jauger d'une parcelle en fonction un petit peu de son contexte géographique général. Bien évidemment, au sein d'un terroir, on va avoir une diversité, des parcelles qui vont être considérées comme très faibles en quantité de champignons dans les sols et des parcelles qui vont être considérées comme très fortes. Le second résultat sur l'abondance est matérialisé ici sur les deux graphiques et est synthétisé par c'est l'effet des pratiques viticoles sur la quantité de champignons. Donc là, vous avez en couleur rose les pratiques, on va dire, synthétisées sous le terme bio-enherbé, en vert, en rose bio-désherbé, en vert bio-enherbé, en bleu les pratiques conventionnelles et en violet les conversions. Systématiquement, au niveau national, dans l'ensemble des parcelles qu'on a inventoriées, les parcelles conduites en bio ont une quantité de champignons qui est supérieure à celles qui sont conduites en conventionnel et en conversion. Il y a plusieurs explications possibles. Une des plus importantes, j'allais dire, c'est un peu le système du biberon. C'est-à-dire que si vous alimentez en permanence quelqu'un avec une nourriture prête à l'emploi, elle ne va pas forcément aller chercher ou faire l'effort d'aller chercher de la nourriture. C'est un petit peu ce qui se passe parce que, comme je l'ai dit au départ, la mycorhisation, ça a un coût pour la plante. Elle donne du carbone aux champignons en échange d'eau et de minéraux. Si la plante, en permanence, elle est alimentée avec des minéraux, avec de l'eau, elle ne va pas aller faire l'effort de donner du carbone à un champignon, finalement, parce qu'on lui apporte directement ce qu'il y a. Et donc, ce qui se passe au moment d'une conversion vers l'agriculture biologique, c'est que comme il y a une diminution des ressources, là, la plante commence à se bouger pour faire quelque chose. Sauf qu'au fil du temps, on a appauvri en fait l'inoculum naturel dans les parcelles qui étaient conduites en conventionnel et on se retrouve avec une dynamique qui a du mal à se relancer. Donc potentiellement, il y a un intérêt à réenrichir les parcelles, mais il va falloir les accompagner d'un changement de pratique agricole. Sur ce résultat suivant, là, vous avez un petit peu l'effet du terroir sur la diversité en champignons.
Donc en fait, ça, c'est une espèce de carte, quasiment une carte mentale, où plus les points sont proches les uns des autres, plus les communautés en champignons sont proches. C'est-à-dire que vous allez retrouver un pourcentage d'espèces communes, une structuration commune entre les parcelles. Et plus les points sont loin, plus on est vraiment différent d'une communauté à l'autre. Ça montre qu'il y a vraiment une différence d'un endroit à l'autre. Et si on regarde bien ce graphique, les traits qui sont en plein correspondent à des parcelles qui sont du même terroir. Donc là, je ne vais pas vous faire toute l'analyse statistique qu'il y a derrière, mais ce qui ressort, c'est que plus les parcelles sont proches les unes des autres, plus on va avoir des communautés de champignons qui sont proches, et plus on va s'éloigner de cet endroit, plus les communautés vont être différentes. Donc il y a vraiment un intérêt à se dire, si on travaille sur des communautés, il faut aller les chercher vraiment dans un rayon de prélèvement qui est proche de la parcelle qui va être biostimulée, et pas aller les récolter à l'autre bout de la France, même si la parcelle à l'autre bout de la France, elle est intéressante d'un point de vue richesse spécifique et quantité de champignons. C'est qu'il y a un accord dans tous les cas avec cette transition et on va vers des modes un peu locales, n'est-ce pas? Donc c'est quand même assez logique. Alors, logique, je ne sais pas, je n'irai pas jusqu'à expliquer la logique des champignons. Pour autant, voilà, c'est un état de fait. Et effectivement, c'est vraiment un peu dans la philosophie de Mycéen que de s'interroger sur ces processus biologiques et de pouvoir développer des solutions qui sont adaptées à une transition agroécologique qui va dans le sens, effectivement, de l'adaptation des solutions à des cas particuliers. Donc bien évidemment, il y a cette balance qui est de dire on ne peut pas faire du à façon à tous les coups, mais par contre, on peut trouver un compromis qui permet d'apporter une solution adaptée à une problématique d'un viticulteur, tout en ayant un développement d'activité qui peut correspondre à ce que c'est que la production de biointrants. Je vais peut-être sauter une diapo parce que celle-là, bon, c'est un peu la même chose, mais sur l'effet des pratiques viticoles, et je ne voudrais pas qu'on passe trop de temps sur cette partie, mais les conclusions de cette étude de référentiel, ben déjà, c'est qu'il y a un lien assez clair entre ce qu'on appelle le terroir, mais qu'on peut appeler finalement la proximité géographique, qui inclut aussi la notion de type de sol, hein, bien évidemment. Et donc, il y a un lien entre ce terroir et la structure des communautés de champignons endomycorhiziens, ce qui justifie de développer des inoculats de champignons qui sont adaptés à un contexte particulier. Et puis, il y a un lien direct aussi entre les pratiques viticoles qui sont faites et les caractéristiques de ces communautés de champignons, c'est-à-dire à la fois en abondance, et je l'ai expliqué tout à l'heure avec ce passage par exemple dans une conversion vers l'agriculture biologique, mais également en diversité. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de richesse dans des parcelles qui sont conduites en bio enherbé en bio que dans des parcelles en conventionnel. Voilà donc pour les conclusions de ce référentiel, qui nous ont convaincus qu'il y avait un intérêt à poursuivre et à se dire, bon, bah, maintenant qu'on a ce constat, qu'il y a un constat de recherche, un résultat de recherche qui a été validé statistiquement après un certain nombre d'années d'études, bah, il y a une opportunité derrière qui est de dire, bah, allons plus loin, et l'étape d'après, c'est produire un inoculum qui est représentatif d'une communauté locale. Donc là, je vais aller assez vite. Donc j'ai oublié d'appuyer. Donc là, je vais aller assez vite. Le nom qu'on a donné, on a gardé le nom que j'ai présenté du programme de recherche hein, sur le processus de multiplication et le produit, donc on appelle mycoterroir. On a démarré ces essais de multiplication en 2020. On a mis en place énormément d'essais pour arriver à justement être en capacité non pas de multiplier quelques espèces et de se retrouver avec un mélange de 4-5 espèces qui finalement auraient peu d'intérêt au regard de la diversité potentielle qui existe sur le terrain,
Mais aujourd'hui, on a réussi à développer un procédé qui donne un certain nombre de résultats intéressants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a une parcelle qui est appauvrie en champignons endomycorrhiziens et que ça pose un problème de production, de vigueur au plant, on va constituer ce que nous on appelle un inoculum starter, c'est-à-dire un inoculum extrêmement diversifié, mais qui est adapté au contexte local. Donc à l'échelle, on va dire communale, on va aller faire des prélèvements de sol autour de la parcelle à biostimuler. On va séparer dans ces échantillons de sol les champignons endomycorhiziens microscopiques de la partie sol, et on va faire un super inoculum diversifié et local. Ça, on va le mélanger à un substrat, et puis pendant 2 mois minimum, on va cultiver cet inoculum local avec ce qu'on appelle un hôte végétal. En clair, c'est en pot avec une plante ou plusieurs plantes, et on a une multiplication de ces champignons qui s'opère. Au bout du cycle de production, on récupère les champignons qui ont été multipliés en pot, et on les formule pour proposer un produit qui sera utilisable sur le terrain, donc soit en produit formulé, soit en formulation sèche, soit en formulation soluble. Là, vous avez une illustration des résultats qu'on a obtenus. Donc, sur la partie gauche du graphique, les petits traits horizontaux, en fait, montrent la diversité. Le nombre de barres, c'est le nombre d'espèces, et la longueur de barre, c'est la quantité de champignons qu'il y avait dans la parcelle à biostimuler. Et à droite, vous avez le résultat obtenu par le processus de multiplication mycoterroir. Donc si on regarde globalement les chiffres, le sol, enfin la parcelle à biostimuler, on a retrouvé dedans 11 espèces de champignons endomycorhiziens. À l'issue de la multiplication, on a un mycoterroir qui est composé de 40 espèces de champignons. Et on a également une densité, enfin une quantité, une abondance de champignons qui est plus forte dans le mycoterroir. Alors c'est un peu trompeur ce résultat, parce que là on est sur un produit dilué. À l'issue de la multiplication, en fait, on arrive à des densités extrêmement fortes. Mais ça voudrait dire que si on apportait ça directement sur le terrain, il faudrait y aller quasiment à la pince à épiler pour pouvoir mettre la bonne dose de champignons par plante. Donc on dilue cet inoculum obtenu de manière à permettre aux viticulteurs de pouvoir assez facilement mettre une dose adéquate sur ces ceps de vigne si on est dans un cas de viticulture. Donc bon, maintenant on est content, on a produit un inoculum, il est diversifié, ça peut faire plaisir aux biologistes, aux mycologues, mais on peut se poser la question de à quoi ça sert et est-ce que c'est efficace. Donc ça va être pour Mycéa en tout cas l'enjeu et le challenge des prochaines années. Mais on a déjà commencé sur ce côté-là, puisqu'on a mis un essai en place sur une vigne qui a une quarantaine d'années, qui est située dans l'Hérault. Cet essai a été mis en place en 2020, et l'objectif c'était de voir si l'inoculation avec mycoterroir permettait d'améliorer la croissance et le développement des cèpes adultes, d'augmenter le rendement de production et d'augmenter l'activité mycorhizienne. Il s'agissait d'une vigne qui produisait très peu, qui avait vraiment une problématique en fait de rendement de production. On est dans l'Hérault, on est sur des sols très secs, on est dans des conditions qui sont assez difficiles. La taille de l'essai était d'environ 700 m², et on a testé plusieurs doses de mycoterroir. Donc bien sûr, il y a un témoin qui n'a pas été inoculé, et puis on a des doses croissantes qui évoluent entre 100 et 800 spores viables par cep. D'où l'intérêt de la dilution, parce que si vous voulez mettre juste 100 spores sur un cep et qu'elles ne sont pas formulées dans un produit, ça va être extrêmement difficile de doser.
Et donc, ce qu'on a mesuré sur le terrain, c'est le nombre de grappes, le poids moyen des grappes, le poids total des grappes, le taux de mycorhisation également, et la diversité mycorhizienne. Et ça, ces mesures, elles ont été faites sur plusieurs années, de manière à voir à la fois l'effet de départ, mais surtout la question qu'il y a derrière, c'est de se dire, est-ce qu'en mettant un inoculum adapté à l'endroit, celui-ci parvient à se multiplier par lui-même et à rester sur le long terme? Parce que c'est vraiment ça l'enjeu, c'est de basculer d'un système d'un bio-intrant qu'on apporte chaque année à un bio-intrant qu'on va apporter une fois et qui va vivre sa vie derrière parce qu'il est adapté au terrain. Donc, rapidement, les premiers résultats obtenus. Donc là, sur le graphique de gauche, vous avez un graphique qui représente la masse totale de raisin par cep de vigne. En rouge, vous avez le témoin, celui qui n'a pas du tout été mycorhizé, hormis par les champignons qui étaient déjà présents là, hein, puisque c'était un terrain qui avait déjà forcément des champignons dedans. En vert, vous avez la dose avec 100 spores par cep, et en bleu, la dose avec 800 spores par cep. Donc déjà, on voit que quand on augmente la dose, on augmente le poids de raisin produit par cep. La question peut se poser à partir d'une certaine dose, puisque comme je l'ai dit, la mycorhize, ça a un coût. Donc si vous rajoutez trop de potentiels champignons, à un moment donné, ça risque de poser un problème en termes de production. Mais en tout cas, là, on est sur des doses qui ont un effet positif. Et un effet positif très significatif, puisque au bout de la troisième récolte, on a multiplié par 2 le rendement de cette vigne, à la fois par la masse de chaque grappe, mais aussi le volume des baies et également le nombre de grappes par cep. Donc c'est des résultats qui sont fortement encourageants. On a également une augmentation de la mycorhisation au niveau des racines. On a une augmentation de la diversité en espèces au niveau de cette parcelle. Donc l'idée et les hypothèses en fait qu'on avait posées il y a maintenant 5 ans sur cette logique qui était de dire travaillons avec l'existant et aidons-nous finalement de ce qu'a fait la nature pour l'utiliser et accélérer en fait. Il faut voir ça un peu comme un accélérateur de transition. Ça semble en tout cas porter ses fruits. Donc maintenant, il va falloir aller plus loin et multiplier les essais. Non seulement, c'est dans notre intérêt de démontrer l'efficacité de ce qu'on fait, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est plutôt de se poser la question de quelles sont la diversité des problématiques de terrain et de voir est-ce que oui ou non, on peut y répondre en fait. Donc c'est un peu la raison pour laquelle on avait discuté et on avait échangé sur la présentation. Et donc là, les projets de MICEA, c'est de mettre en place sur les 3 prochaines années un réseau de parcelles, donc qui dépasse un peu le seul sujet habituellement fait par les entreprises qui développent des intrants, qui est de dire il faut que je prouve mon efficacité. Bien évidemment, on met en place ce type d'essai via des prestataires BPE, etc. Mais ce qu'on souhaiterait, c'est aussi faire un travail un peu plus collaboratif sur ce réseau de parcelles, et donc d'arriver à trouver un peu soit des producteurs, soit des acteurs techniques de terrain qui sont motivés pour travailler avec nous à identifier des problématiques rencontrées par les viticulteurs, soit à l'échelle individuelle, soit à l'échelle collective. Hein. Ça peut s'appliquer aussi à une échelle tout à fait collective. D'établir un diagnostic de l'état mycorhizien des parcelles concernées, parce que bien évidemment, si on est dans une situation où ces parcelles, elles sont relativement riches et diversifiées en champignons, ça ne sert à rien qu'on propose une solution qui est déjà naturellement présente. De travailler sur le plan d'expérimentation, de se dire, qu'est-ce qu'on va vouloir regarder ?
Côté MICEA, bien évidemment, on va vouloir regarder ce qui se passe dans les racines et dans le sol. Est-ce que ce qu'on a introduit va être pérenne? Est-ce que ça va se développer? Mais également, il va falloir qu'on réponde à la problématique des parties prenantes. Et là, on peut imaginer plein de choses. Je vous ai donné un exemple là, sur une vigne qui était faiblement productive. Forcément, ce qu'on a regardé, c'est la quantité de raisins produits, mais on peut imaginer tout un tas d'autres problématiques. Et puis, une fois qu'on s'est mis d'accord sur qu'est-ce qu'on fait, là, l'idée, c'est de s'engager sur les 3 prochaines années, parce que l'intérêt, c'est de regarder l'effet sur le long terme et pas de regarder l'effet sur une année qui, en plus, sera biaisée, parce que de toute façon, ne serait-ce que pour la partie productivité, la productivité d'une vigne de l'année N, elle a déjà été finalement mise en place par la plante à l'année N-1. Donc il faut vraiment avoir ce travail sur le long terme. Mais c'est suivi de population justement. Oui, tout à fait. Tout à fait, ok. Et je vois qu'il y a plein de questions qui arrivent. Et d'ailleurs, je profite justement pour ceux qui sont à distance, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte de chat. On les reprendra juste à la fin. Voilà, je ferme une petite parenthèse. Et justement, en fait, on parle de tous ces objectifs et donc des problématiques. Je suppose qu'on va voir d'autres types de problématiques que le rendement. Mais est-ce que tu pourrais nous donner peut-être un exemple d'une de ces problématiques? Qu'est-ce que ça a donné sur les terrains? Alors, les résultats sur le terrain de la première problématique sur la productivité, sur le fait qu'une vigne produise peu, c'est ce que je viens de montrer. Par contre, là, on a un projet qui est en cours de mise en place, qui en fait est situé dans un périmètre de captage d'eau, en fait, et où le gestionnaire de cette zone se pose la question de l'impact de l'utilisation d'engrais dans cette zone sur la pollution potentielle de la source. Et comme c'est une zone fortement viticole, la question première, c'est de se dire, est-ce que si on diminue l'apport d'engrais, on va avoir un impact sur la production de raisins. Donc c'est vraiment une double entrée. Et pour le coup, je pense que c'est une bonne illustration de ce qu'on aimerait voir émerger. C'est-à-dire que là, c'est la rencontre à la fois entre un producteur, un gestionnaire de territoire et un producteur de biointrants. Et voilà, on se pose et on se dit comment on peut, dans un premier temps, à petite échelle, déjà regarder si Mycoterroir peut avoir un intérêt pour cette problématique-là. Donc on a mis en place un système expérimental qui est assez important, puisque la parcelle va faire un peu plus d'un demi-hectare. Elle va concerner un peu plus de 3000 ceps de vigne, dont 270 vont être vraiment suivis particulièrement, et c'est là où on va faire l'ensemble des mesures en termes de production, etc. Donc là, vous avez le schéma d'un bloc expérimental. Chaque petit carré, en fait, c'est un cep de vigne. Et là où il y a les croix, c'est les ceps qui vont être suivis. Au niveau des couleurs, les couleurs en bande verticale, c'est les zones où on va changer le type de fertilisation. Donc en bleu, c'est la zone où il n'y aura pas de fertilisation. En orange, c'est la zone où il y aura 100% de la fertilisation habituelle. Et en rose, c'est la zone où on va mettre 50% de la dose. Et ensuite, dans chacune de ces bandes, on va tester différentes modalités de mycorhisation. On va avoir une modalité non mycorhisée, donc c'est la modalité rouge. Une modalité mycorhisée à 800 spores par cep, donc c'est la modalité vert foncé. Et puis on va tester une modalité à 1600 spores au niveau de la modalité vert clair. Et donc ces blocs vont être répétés 5 fois. Et donc l'idée là, c'est vraiment de pouvoir à la fois vraiment modéliser l'impact de la mycorhisation sur la diminution de l'apport d'engrais, mais également de voir l'effet dose qu'il peut y avoir et où se situe en fait l'optimal.
L'optimal n'est pas forcément je mets plus d'engrais et je mets énormément de mycorhizes, mais peut-être que la vérité est entre les deux et de trouver l'équilibre. Exactement. Donc voilà un peu une illustration de ce qu'on peut imaginer comme projet, mais en tout cas, donc je ne sais pas si parmi les gens qui assistent en webinaire, il y a des questions ou des propositions éventuellement de thématiques. Mais on peut imaginer beaucoup de choses. Oui, certes, tout est. Enfin, c'est pas que tout reste à construire, mais on peut toujours amener des nouvelles hypothèses, de nouvelles problématiques et de nouvelles idées finalement qu'on va essayer de travailler. Et enfin, vous allez essayer de travailler ensemble avec les producteurs. Est-ce que tu peux nous citer d'autres peut-être? Oui, bien sûr. Donc, hop, on va. Parmi les idées qu'on peut imaginer, il y a celle dont on vient de parler, hein, qui est la diminution de l'apport d'engrais sans perte de production. Il y a également quelque chose qui revient très très souvent, c'est la reprise au moment de la plantation, mais également au niveau de la complantation ou de l'interplantation, ça dépend des régions françaises où on est. C'est voilà, le remplacement des cèpes morts, des manquants. C'est une problématique très importante au niveau national et où les viticulteurs ont énormément de mal à avoir de réussite parce que forcément on met un petit plan au milieu d'une vigne adulte avec énormément de compétition. Et donc voilà, ça peut avoir un intérêt en termes d'aider à la reprise, voire également, et ça concerne plus la plantation, de rapidité de mise en production. Parce que ça va être aussi un élément clé de la rentabilité d'un investissement d'un viticulteur. C'est d'autant plus vrai dans un contexte qui se durcit climatiquement et où, y compris dans des vignobles septentrionaux, on a des vraies difficultés à avoir des reprises de plantation. Une autre problématique, on l'a évoqué avec cette histoire un petit peu de coût de la mycorhisation au moment de la conversion, c'est aider ce passage de la conversion depuis le conventionnel vers l'agriculture biologique en accélérant finalement via l'introduction d'un inoculum la fabrication de ces mycorhizes et donc en faisant en sorte que les cèpes basculent d'un système un peu uniquement plante vers un système plante-mycorhize qui va permettre aux cèpes de mieux mobiliser les ressources de son environnement. On peut imaginer donc, le maintien de rendement dans un contexte de stress hydrique également. On a parlé de l'augmentation de rendement pour les vignes faiblement productives. C'était le premier exemple que j'ai donné de la vigne de Carignan dans l'Hérault. Et puis, on peut aussi imaginer aller regarder ce qui se passe dans des sols difficiles. J'ai oublié de faire des filets. On peut aussi regarder ce qui se passe dans des sols difficiles, par exemple des sols à forte teneur en cuivre, où on a pas mal de problématiques et qui concernent beaucoup de sols viticoles. Donc là, ça serait intéressant aussi de regarder ce qui se passe au niveau de la diversité et de la quantité de champignons endomycorhiziens, parce que ce qu'on sait, c'est que, y compris dans des sols fortement pollués, on retrouve des champignons, on retrouve certaines souches. Donc c'est intéressant aussi de s'appuyer sur ces champignons-là, peut-être, pour relancer une dynamique. Un petit peu quelques exemples. Ok, très bien. Et justement, d'ailleurs, je profite de cette dernière slide. Vous n'hésitez pas à interagir avec nous si vous avez d'autres idées ou d'autres problématiques en tête qui seront peut-être intéressantes à étudier. Voilà, n'hésitez pas. Ok, bon. Je crois qu'on va arriver, les temps de fil, donc on va arriver à la fin de cette présentation. Donc déjà, merci beaucoup. Mais je suis sûre qu'il y a plein de questions parce que déjà, moi, j'en ai plein qui arrivent et plein d'autres en tête. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller poser vos questions sur la boîte de chat. Donc merci beaucoup déjà, Pierre-Jean.
on a vu sur Mycoterroir et sur ces exemples que tu as cités, et d'ailleurs c'était tous les sujets de la présentation de cette filière viticole, mais est-ce que vous êtes arrêté là ou vous êtes allé voir comment est-ce que ça marche ou l'impact dans d'autres espèces ou dans d'autres filières, notamment on me cite par exemple les châtaigniers. Ok, les châtaigniers, c'est ça? Ouais. Ok. Alors châtaignier, on n'a pas encore, on n'a pas testé. Plusieurs choses. Déjà, au niveau de la mise en place de Mycoterroir, on a eu deux axes de travail, on va dire deux filières d'intérêt. Donc la filière viticole que j'ai présentée et également la filière espace vert, qui pour nous étaient deux filières à fort enjeu parce que, on y retrouve des espèces végétales qui peuvent héberger des champignons endomycorhiziens. Ça, je ne l'ai pas précisé au départ de la présentation, mais toutes les espèces végétales ne peuvent pas avoir un lien avec les champignons endomycorhiziens. Il y a des espèces végétales qu'on appelle ectomycorhiziennes, c'est-à-dire qu'elles vont faire des liens avec d'autres types de champignons, et c'est souvent le cas des espèces forestières, donc les chênes, la plupart des résineux, etc., qui ne sont pas liés avec les champignons endomycorhiziens. Donc déjà, première réponse, pas que la filière Viti, puisqu'on a travaillé sur les espaces verts. Les prochaines étapes côté Mycéas, c'est travailler sur l'arboriculture, donc notamment l'arboriculture fruitière. Donc voilà, c'est des éléments qui vont arriver. En tout cas, on reste à l'écoute des différentes idées et des différentes filières qui ont un besoin. D'accord, ok, ben, très bien. Donc oui, finalement, c'est peut-être possible. Donc si vous avez décidé, encore une fois, n'hésitez pas. Ok, donc, oula, il y a quand même pas mal de questions. Alors, est-ce qu'au-delà des pratiques agricoles et les structures de sol, les différentes espèces de plantes présentes sur la parcelle n'ont pas une influence sur la diversité des champignons endomycorhiziens? Alors, la diversité de plantes, elle va forcément jouer. Elle va jouer à la fois parce que plus vous aurez de diversité de végétaux, plus vous aurez de capacité en fait à générer une multiplication des champignons dans le sol. Parce que c'est cette interaction qui va permettre aux champignons de boucler son cycle de reproduction. Donc évidemment, c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple dans l'exemple de la vigne, on a finalement plus de diversité de quantité en bio, en herbé, parce que la partie herbacée joue le rôle de facilitateur et d'activateur de la mycorhization et de la multiplication des champignons. Donc oui, effectivement, il y a un lien qui existe entre la diversité végétale et la diversité en champignons. Pour autant, nous, notre logique est de dire, finalement, à une échelle locale, plus on va apporter de diversité en champignons, plus on va apporter les espèces qui vont être caractéristiques de telle ou telle espèce végétale. Donc l'idée n'est pas de resserrer en disant fabriquons un inoculum spécifique vigne ou fabriquons un inoculum spécifique à telle production végétale, parce qu'en fait, chaque espèce va avoir une fonction différente qu'aujourd'hui on n'est pas du tout capable d'associer. Et c'est plutôt, mettons de notre côté toutes les chances possibles qu'offre la diversité locale pour réussir les symbioses adéquates qui vont en plus évoluer au fur et à mesure de la maturité d'une vigne ou de végétaux. Oui, tout à fait. Bon, mais ça va aller aussi à l'encontre de mes prochaines questions, donc je suppose qu'on a déjà les réponses, mais justement, est-ce qu'on ne pourrait pas adapter la communauté des champignons en cultivant différentes espèces? Mais finalement, c'est ce qu'on peut observer des fois dans les terrains. Qu'est-ce qui se passe avec les différentes rotations ou les interrants qu'on met en viticulture, par exemple? Est-ce que si on change, est-ce qu'on tient finalement compte de ça pour les inoculums et pour les productions de différentes souches? Là, tu parles
De la diversité végétale, j'ai pas tout Oui, à de fait la compris. diversité végétale, est-ce D'accord. que comment finalement on Ah prend bah, ça en compte clairement, pour, et c'était un des points, je pense que, mais peut-être j'ai pas assez insisté dessus, hein, une évolution des pratiques agricoles est forcément nécessaire en accompagnement de cette solution. On n'est pas du tout dans une logique qui est de dire tiens, on a une solution qui va permettre de garantir la productivité sans qu'il y ait d'autres solutions et d'autres actions mises en place en parallèle. Et c'est, je crois, tout le challenge de la transition agroécologique et tout le challenge du métier d'agriculteur qui est pour le coup passionnant, mais qui va être un vrai enjeu des années à venir. C'est à la fois, c'est déjà un métier très lourd de responsabilité, qui est le métier de nourrir la planète, mais également de le transformer en pilote de son écosystème local. Et donc, en amenant des champignons, bon, bah, c'est très bien, mais si on ne change rien d'autre, qu'on continue à labourer profondément, ça va casser les racines, et donc ça va casser les mycorhizes et la mycorhisation. Si on a une activité qui vient introduire des quantités importantes de fongicides, ça ne va pas être super pour les champignons endomycorhiziens. Donc évidemment, il y a une évolution à associer en termes de pratique. Et là, je pense que le premier professionnel, le premier expert de ça, c'est l'agriculteur lui-même. C'est lui qui connaît son exploitation, c'est lui qui connaît ses sols, c'est lui qui sait là où ils sont bourbes l'hiver et là où le sol il est plus portant. Donc c'est lui l'expert de ce domaine-là, et à nous, effectivement, autres boîtes qui viennent proposer des solutions à l'agriculteur, de prendre en considération ces cas particuliers et cette expertise pour pouvoir l'accompagner au mieux. Parce que effectivement, je ne peux pas dire à chaque coup, il faut associer mycoterroir avec un enherbement. Ce n'est pas vrai. Ça va être un cas particulier à chaque fois. Donc, d'où l'intérêt de un peu ce réseau de parcelles et de se dire, partons de la problématique de terrain et voyons comment on fait pour développer un itinéraire technique qui inclut cette stimulation en champignons, mais en étant intelligent et en prenant en compte le travail de l'expert numéro 1 qui est l'agriculteur. Oui, d'où tout l'intérêt de ces travaux collaboratifs et l'enjeu de biosolutions qui nous appelle à faire vraiment, prendre du recul et voir le tout comme une approche globale du système et pas forcément d'une solution spécifique. Très bien. Et donc alors une autre question, pour l'exemple des résultats obtenus, donc là notamment on cite spécifiquement les graphiques avec les barres comparant les sols à traiter et les sols traités. Les résultats après traitement correspondent à combien de temps après inoculation? Alors, on va remettre le graphique. C'est celui sur la parcelle... Avec les sols traités et les sols à traiter. Je ne sais pas s'il parlait du graphique juste après, de celui-ci. Non. Pardon. Celui-là? Je ne l'ai pas sur le retour. Donc, si c'est celui-ci, donc là, le résultat en termes de production correspond à la vendange, la deuxième vendange après inoculation. D'accord. Donc il y a eu l'inoculation qui a été faite au mois de mai. Il y a eu une mesure donc de quantité qui a été faite. Donc mai 2020, il y a eu l'inoculation. Une mesure en septembre 2020. Une mesure en septembre 2021 et une mesure en septembre 2022. Pardon, ça c'est les derniers résultats. Donc ça c'est la mesure de la troisième vendange après inoculation. D'accord. Et justement, il y avait une autre question. Et d'ailleurs, je reviens aux premières résultats. Je ne sais pas où ils sont. Tu me diras, peut-être tu vois mieux que moi. Voilà. Et on avait parlé
Je crois que c'est celui-là, si je ne me trompe pas, ou pas peut-être. Mais on parlait des différents... Non, c'est l'autre en vrai, je crois. On parlait des différentes doses et des différents coûts, et justement, de cette relation dose, efficacité et résultats qu'on observe. Et comment est-ce que vous êtes arrivé enfin, est-ce que vous avez des conclusions sur les doses utilisées, les résultats qu'on observe, aussi en prenant compte de coûts pour l'agriculteur et des différentes inoculations nécessaires, parce que justement, quelle est la relation entre on parlait de poids des grappes, entre masse, etc., et comment on a inoculé la parcelle. Et aussi, dans l'idée d'approche finalement durable où on ne va plus avoir besoin parce qu'on a enrichi les sols et donc on n'a plus trop besoin d'inoculer par la suite parce que c'est censé être une solution durable. Quand est-ce qu'on décide de arrêter les traitements ou de peut-être éloigner les traitements ou, enfin, voilà, quelle est la relation entre les résultats observés et les différentes inoculations? Énormément de questions en une. Oui, pas une question piège, promis. Alors, bien évidemment, je n'ai pas présenté l'intégralité des résultats qu'on a obtenus. J'ai essayé un petit peu de focaliser sur des points particuliers. Donc, une des premières questions, me semble-t-il, dans ta question à tiroir, c'est le lien entre finalement la fertilisation... Non, le lien entre la dose de la concentration finalement en voilà, sport et la production qu'il y a derrière. Donc là, pour l'instant, effectivement, sur l'exemple donné, on a testé une dose de 800 spores. Sur la prochaine parcelle expérimentale qu'on met en place, on teste une dose de 1600 spores, c'est-à-dire le double. Mais on a eu également un certain nombre de résultats en pot préalablement, où on a testé différentes doses de concentration en sport et associées à différentes doses de fertilisation. Oui. Et on voit où il y a un moment où ça se casse un peu la gueule. Où en fait, et donc on est en train effectivement de regarder et de tester cette dose optimale, qui sera peut-être a priori pas la même si on travaille sur un plant, si on travaille sur un cep, si on travaille sur un arbre adulte, forcément, on ne va pas avoir la même quantité à mettre. Donc là, on travaille dessus pour arriver justement à ajuster cette dose maximale, ou optimale plutôt, pardon. Après, le lien avec le sujet économique, qui est le coût pour l'agriculteur, il y a plusieurs trucs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une unité de production qui est une unité de production de laboratoire. Donc bien évidemment, les coûts de production associés à ça sont des coûts de recherche et développement. Donc là, on vient de démarrer la semaine dernière la construction de la première unité de production qui devrait être prête pour l'automne 2023. Et avec cette unité-là, déjà, ça va nous permettre d'optimiser énormément les coûts de production, d'arriver à automatiser un certain nombre d'opérations dans ce cycle de multiplication et donc faire autant que faire se peut, baisser les coûts. Ouais. Et le troisième point là-dessus, c'est qu'il faut bien avoir conscience qu'on passe d'un système finalement de charge pour l'agriculteur, qui est une charge annuelle, à un système entre guillemets d'investissement. C'est-à-dire que vous le mettez, enfin, l'idée en tout cas, et nous, c'est ce qu'on souhaite qu'il se passe, c'est que une fois qu'on l'a utilisé et que la mycorrhization finalement s'est installée via cette communauté, derrière, l'objectif, ce n'est pas de renouveler l'opération sur la parcelle. C'est intéressant s'il y a un suivi qui permette de vérifier que ça se passe bien, mais voilà, l'idée, c'est un petit peu de changer ce rapport financier et dépendant au bio-intrant et de donner finalement un outil, une solution qui va se multiplier toute seule. Donc, il nous reste encore un peu de boulot à faire pour que je puisse répondre précisément et en chiffres à la question qui est posée. Et c'est notamment voilà, pour ça que ce réseau de parcelles en conditions réelles va être intéressant, parce que ça va permettre effectivement de bien calibrer le coût. Le coût réel pour l'utilisateur final et le coût de production pour Mycéa.
Oui, oui, tout à fait. Mais et pour le rendre un peu plus visuel, graphique, quand on parle, parce que là on voit 100 et 800, tout à l'heure tu as parlé de 1600 sport en inoculation, ça représente quoi? Ça représente rien du tout. Ah oui, voilà. C'est une sport, c'est quelques micromètres. C'est tout Oui, petit, tout oui, mais petit. pour Donc, l'agriculteur pour qui va mettre ça en place. Donc pour l'agriculteur qui va mettre ça en place, tu veux dire en volume, enfin, comment ça se passe? Oui, en volume, en termes de travail, d'investissement Ok. pour lui, mettre ça en place. Là, tout à l'heure, je parlais de dilution du produit une fois que la multiplication s'est faite. Donc l'idée, c'est que on a des sacs de mycoterroir, ces petits sacs. Il y a une petite cuillère doseuse dedans, et donc c'est la première formulation aujourd'hui qui sort de R&D. Et l'idée, c'est que une dose de cuillère corresponde à un plant ou un cep, de manière à faciliter le travail de mise au champ. Donc pour l'instant, ça se fait manuellement. Donc au moment de la plantation, on met une cuillère doseuse dans le trou de plantation. Au moment d'une inoculation de vigne adulte, on va creuser un petit peu au pied du cep pour pouvoir mettre cette cuillère. On est bien conscient que c'est pas l'optimum pour aller inoculer des centaines d'hectares, et on est en train de travailler avec certains partenaires pour réfléchir à la fois à des formulations qui sont les plus adaptées possibles, et notamment, aujourd'hui dans un coin de nos têtes, il y a des formulations éventuellement liquides qui vont peut-être être facilement utilisables au moment de l'arrosage, au moment de la plantation, ou ce genre de système. Donc on est encore dans des pré-formulations. Ok, donc il y a pas mal de travail à venir. Et est-ce que... oui, ça, je crois qu'on en avait parlé en plus. Est-ce que vous avez regardé si les champignons en demi-correction avaient une influence sur les propriétés œnologiques de la vigne? Ça, c'est super intéressant. Et Je oui. ne l'ai pas mis dans la diapo. Non, on ne l'a pas regardé. Ce qu'on a regardé, ce qu'on a commencé à regarder, c'est que effectivement, l'équilibre minéral dans la plante change un peu, et où on a forcément des mobilisations de minéraux qui sont un peu plus facilitées par la mycorrhization. Est-ce que déjà ce fait-là a un impact sur finalement les caractéristiques organoleptiques de la baie? Pour l'instant, j'en sais rien. En tout cas, moi, ça me passionnerait qu'on le regarde. De la même manière que depuis quelques années, il y a un développement au niveau de la viticulture des inoculats spécifiques de levure à la cave qui sont faits. On sait très bien que les levures ont un impact au moment de la vinification sur les caractéristiques organoleptiques du vin. Pourquoi pas regarder quel est l'impact effectivement d'une mycorrhization de terroir sur les caractéristiques des baies. Et ça va effectivement dans le sens de cette notion de terroir qui est chère à l'agriculture. Et voilà, donc quand j'ai fait la liste des questions à traiter, je ne l'ai pas mise, mais je suis très content qu'elle apparaisse. Mais oui, on en avait parlé. Et donc, j'entends une petite invitation à la dégustation de vin de grappes mycorhizées et pas mycorhizées. Voilà. Un bon indicateur de suivi de l'expérimentation. J'ai glissé ça comme ça, mais bon, voilà. Voilà, dernière question qui arrive, et un sujet très important qu'on évoque souvent et dont peut-être on n'a pas forcément toute la réponse. Alors, comment est-ce que vous faites dans le cadre réglementaire, question tabou aujourd'hui, pour homologuer des espèces de champignons différentes finalement pour chaque terroir, ou des mélanges différents qui vont dépendre finalement des observations à l'échelle locale? C'est un sacré parcours. La question s'est posée dès la création de la société. On était bien conscient qu'en travaillant avec ce procédé, on se facilitait pas la tâche. Et
Je vais faire, avant de répondre, une toute petite parenthèse qui est quand même importante à avoir en tête. C'est que là, tout au long de la présentation, on a parlé d'espèces. En fait, il faudrait parler de souches au niveau parcellaire. Parce que c'est pas parce que vous avez la même espèce, par exemple, que vous collectez à Nantes ou que vous collectez à Montpellier, qu'elle va avoir tout à fait le même comportement au niveau de la parcelle. Et puis surtout, c'est pas la même souche. Donc ce qu'on veut dans une stimulation de diversité locale, c'est garantir cet équilibre des souches, garantir qu'on vient multiplier finalement la biodiversité locale et non pas une collection d'espèces qui peut être diversifiée, mais qui seraient toujours les mêmes entre un endroit et l'autre. Donc le problème est double par rapport à la réglementation. Le premier, on aurait très bien pu se dire, bon, on va faire bon an mal an des inoculats un peu diversifiés, entre, je sais pas moi, entre 5 et 10 espèces. Et puis, au moins, on rentre dans un système qui réglementairement peut à peu près passer si on prévoit des mélanges un peu standards. Et puis, on s'en sort comme ça. Ça ne nous intéressait pas vraiment. Là, vraiment, l'idée, c'est de se dire, on travaille avec le local. Et donc, écoutez, les planètes semblent peut-être un peu s'aligner en ce moment par rapport à ça. Puisque bon, ça fait quelques temps qu'on a des discussions avec le ministère de l'Agriculture et dans le cadre donc, du lancement du plan de souveraineté alimentaire fruits et légumes a été annoncée la mise en place d'un cahier des charges de bioamplification donc qui vise à pouvoir un peu promouvoir ces solutions de multiplication locale. Et donc après, par contre, ça veut dire que, et nous c'est un peu dans ce sens-là qu'on a travaillé, c'est de pouvoir garantir une stabilité du process, garantir une innocuité de ce qui va sortir de la production, qu'elle soit en termes de métaux lourds, qu'elle soit en termes de pathogènes, et garantir une qualité de ce qu'on sort, notamment en nombre d'espèces et entre l'endroit où on va prélever et l'endroit où on va remettre. Donc c'est en cours, les discussions vont se poursuivre et j'espère bien voilà, qu'à l'horizon 2024, je puisse éventuellement revenir en disant on est arrivé au bout du processus réglementaire. Ok, très bien, très bien. Bon, mais je l'espère aussi. En tout cas, il y a du travail encore et c'est ça qui fait aussi toute l'évolution et le développement de ces solutions-là. Donc voilà, on arrive à la fin et je vois en plus qu'on nous dit de bientôt finir, puisque voilà. Donc, ah oui, on était loin. Bon, c'est pas grave, on va rester là avec les diapositives. Donc, encore merci beaucoup, Pierre-Jean. S'il y a des questions qu'on n'a pas pu répondre, qu'on n'a pas traitées, de toute façon, que ce soit Pierre-Jean, ses collègues ou moi-même, nous sommes là et disponibles pour accueillir toutes vos questions. On voit qu'il y a du travail, on voit qu'il y a plein de collaborations à mettre en place, finalement, pour pouvoir répondre à toutes ces problématiques-là. Donc, également, en plus de la dégustation de vin, petite invitation à nous faire remonter des problématiques ou des idées, des hypothèses de travail autour de ces sujets. Donc voilà, sans plus tarder. Merci beaucoup à tous ceux qui sont de l'autre côté de l'écran. Merci beaucoup Pierre-Jean. Et merci aussi beaucoup à tout le support technique et l'Agri Web TV qui nous accueille aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi aussi.